chose à faire quand on arrive dans Lightroom, si c'est la première fois, bon moi c'est pas la première fois mais on va le faire, c'est de faire fichier, nouveau catalogue. Et en général, je mets ce catalogue-là dans mes documents. Et donc on va donner un nom de catalogue ici, c'est Test 2023. Alors la question est de savoir est-ce qu'il vaut mieux faire un grand catalogue avec énormément de photos ou plusieurs catalogues. En fait, moi je dirais que ça dépend en fait du nombre de photos. Et si on a, je vais dire, si on fait 1000 photos par an, bon, ben, c'est pas très grave. On peut avoir les 10 dernières années dans un seul catalogue. Si maintenant on fait, je vais dire, 20 000 photos par an, ben, il vaut mieux faire, à mon sens, un catalogue par année. Voire même, parfois, un catalogue par projet. Donc, voilà. Donc je sais que beaucoup utilisent un catalogue générique, etc. Mais il faut se dire qu'à un moment donné, malheureusement, ce catalogue générique aura quand même beaucoup de chances d'être corrompu, soit parce qu'il y aura un problème de disque dur, soit parce que on va faire, je vais dire, un crash disk, ou qu'on aura fermé l'ordinateur trop vite, ou qu'il y aura eu une coupure de courant, etc. Et donc on a un risque que ce catalogue soit corrompu et qu'on ne sache plus l'utiliser. Donc moi, personnellement, je crée un catalogue par an, et dans ce catalogue par an, ben, je mets mes photos. Alors, tester l'intégrité de la sauvegarde, oui. Optimiser le catalogue, oui. Ça, c'est toujours bien donc, de le faire. Et ici, ben, mon catalogue à moi, je vais l'ignorer parce que tout simplement, il a déjà été fait il y a quelques jours. Donc voilà Lightroom qui se relance si on crée un nouveau catalogue. Voilà l'opération qui se passe. Et donc, dans ce catalogue, voilà, moi, il n'y a absolument qu'une photo. Et donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est fichier, importer des photos et des vidéos. Alors, j'ai fait exprès de laisser une carte mémoire dans l'ordinateur pour pouvoir montrer certaines choses. Donc par défaut, il va souvent aller voir dans le lecteur de cartes qu'est-ce qui se passe, etc. Moi personnellement, je n'utilise pas les méthodes d'aller chercher sur la carte mémoire et que ce soit Lightroom qui mette les photos où il en a envie dans des répertoires, etc., etc. En fait, moi j'ai créé mon répertoire, donc voilà, il est ici. Et en général, je fais un répertoire par année, 2024, et je mets d'abord la date, le mois, puis la date du jour, et à côté quelque chose qui est parlant, donc le genre marché de Noël de Durbuy, où c'est le 12 du 1 un portrait de Stéphanie, ou portrait ou visite de Paris, je ne sais pas, quelque chose qui est réellement parlant. Et ça me permet plus facilement de retrouver ensuite mes photos. Donc, on peut tout simplement prendre le catalogue et venir le mettre, si on est dans l'explorateur de fichiers ou le Finder d'Apple, on est exactement la même chose. Et donc, une fois que vous avez fait ça, il va prendre les photos. Alors, si on charge directement à partir d'un disque, on a copié au format DNG. Pour moi, ben, le DNG offre l'avantage d'être un peu, enfin je vais dire qu'il occupait un peu moins de place. Le problème, c'est que ça prend un temps de fou. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a que Lightroom et Photoshop qui savent lire les DNG, aucun autre programme. Donc personnellement, je vois pas l'avantage de garder, de transformer tous les RAW en DNG. Surtout que si on veut faire des concours photos, etc., c'est le RAW qu'il faut et pas le DNG aussi. Donc il faut
faut le savoir que c'est très mal vu d'envoyer à DNG. Donc copier, c'est si on vient d'une carte mémoire, comme ici, là on a copié, déplacer, on peut les déplacer. Et donc ici, lorsqu'on les a mis dans le répertoire qui vous plaît, avec le nom que vous avez envie, etc., ben, vous avez ça comme option. Alors, création des aperçus, soit c'est standard, ou minimum, ou voire 1 sur 1. Alors, ça c'est toujours une discussion. Je dirais que si on est dans les portraits, si on vient de tirer des portraits et qu'on va systématiquement sur chaque photo aller voir si l'œil est net, ben, il vaut mieux demander un 1.1. Le problème pour faire ça, c'est que ça prend quand même du temps. Donc ça prend, je veux dire, bien sûr, pour ce nombre de photos, sur 100 photos, on est presque à 5 voire 6 minutes sur mon PC, en tout cas pour le faire. Donc standard, c'est ce qu'on fait de base, et on a minimum. Comme j'ai quand même un disque dur assez rapide, moi j'ai pris l'option de minimum. Pourquoi? Parce que quand ça va se télécharger, ça va aller plus vite. Créer des aperçus dynamiques, je ne le coche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, je vais dire, si avoir une copie de la photo sur Lightroom, l'original est sur un disque dur externe. Si vous n'avez pas le disque dur externe, vous pouvez quand même travailler sur votre photo, faire des réglages. Et lorsqu'on rebranche le disque dur externe, les changements seront mis sur la photo, enfin le RAW original, et pas sur la copie qui est dans Lightroom. Ne pas incorporer des doublons, en général ça je le coche. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Si je les ai déjà importés une fois, inutile que je les importe une seconde fois. Alors créer une seconde copie qui est ici, qu'on voit en grisé sur le côté, ne marche que si on fait un copier. Donc vous pouvez copier votre RAW quelque part et copier le deuxième RAW sur quelque part d'autre. Certains sont fanatiques de cette solution, moi je ne suis pas tellement. J'avoue que les RAW que je fais, je les tiens 2 ans. Donc on va arriver ici en fin l'année 2023, ben, je vais effacer tous mes RAW de 2022, et si cette année-ci, pendant 1 an, je n'ai pas été retouché à mes RAW, ben, j'estime que je ne retournerai pas en 2024 à aller voir mes RAW de 2022. Donc ça c'est ma manière, hein. Donc je n'ai pas dit que c'était la bonne manière, c'est la manière, mais commencer à avoir des dizaines ou plus de disques durs externes juste avec des RAW qu'on ne va quand même jamais voir, moi je ne passe plus mon temps à faire ça. Ajouter une collection, on en parlera des collections bien après, mais bon, pas pour le moment. Pendant l'importation, on peut demander qu'ils mettent des paramètres de développement, je ne le fais pas. Ou en tout cas très rarement, parce que bon, une fois sur 2 j'oublie, donc finalement je ne le fais plus. Et les métadonnées, on peut faire ici, on peut en mettre, donc ça c'est carrément, mais vous pouvez faire modifier les paramètres prédéfinis. Si vous faites ça, la seule chose que vous devez faire, c'est aller ici, état du copyright, aller mettre protégé par un copyright, et vous mettez votre nom. Voilà, rien de plus simple. Vous faites terminer, enregistrer sous, voilà. Vous pouvez mettre copyright, bon, comme ça vous savez ce que c'est. Et donc ici, ben voilà, on va ajouter le copyright avec que toutes les photos soient protégées par un copyright et votre nom. Une fois que c'est fait, il faut tout simplement appuyer sur le bouton importer. Alors ici au-dessus, vous voyez qu'on a un bouton qu'on peut cocher. À ce moment-là, bibliothèque, développement sont là. Je ne parlerai pratiquement jamais ni de cartes, encore moins de livres, de diaporamas, d'impression, de web. Je crois que tout ça, ben bon, si vous voulez mettre votre photo où elle se trouve sur une carte, etc., si vous avez le temps ou la patience, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, ben, j'ai pas le temps, donc je ne le fais pas.
Livres, ben, les livres photos, on est limité par certains livres de chez Bulk. Et en général, ben, moi je préfère encore, voilà, il vous fait des livres comme ça avec toutes vos photos directement dedans, etc. Je ne vois pas je ne vois réellement pas l'intérêt de faire un truc automatique de cette manière. Et finalement, je vais dans un programme photo, si quand je fais mon livre et je sélectionne moi-même mes photos et je les mets dedans. Diaporama, je n'en fais pratiquement plus. Des impressions, je n'imprime jamais moi-même. Je trouve que bon, avoir une imprimante photo qui donne un bon résultat sur un papier qui va tenir dans le temps, etc., ça coûte très cher. Et pour des résultats qui ne sont pas toujours évidents parce qu'il faut calibrer l'imprimante, etc. Donc, quand je veux une photo, ben, je passe par une impression chez une firme. Je crois que ça me revient nettement moins cher que l'imprimante, les cartouches d'encre qui se bouchent, que l'imprimante qu'il faut calibrer, etc. Je ne m'amuse pas plus à faire ça. Et le web, ça vous fait un site web. Bon, bah, ça aurait peut-être un intérêt il y a un certain temps, mais aujourd'hui, ben, vous avez des Google Drive, des solutions pour transférer les fichiers qui sont nettement plus rapides que de faire un site web où là, vous allez le mettre en ligne pour que les gens aient consulté vos photos. Donc ici, on va partir directement sur une première photo, ce qui est peut-être pas la meilleure. Vous voyez que on a eu ce jour-là une météo qui est absolument horrible. Et on va faire en développement assez rapide sur cette photo. Bon, la première chose, on va aller le mettre en auto. Donc vous voyez que ça, les réglages sont faits. Alors soit vous trouvez que les réglages sont pas encore assez bons, ben, vous pouvez aller encore chipoter vous-même. Ce que je vais aller faire, parce que ça se voit, l'image n'est pas droite, donc on va aller voir en automatique qu'est-ce qu'il va proposer. Voilà, donc là il a remis les maisons le plus droit qu'il peut, et donc c'est mieux. Donc ça c'est la photo qu'on est de base dans Lightroom. Je ne vais pas faire grand chose de plus parce que ici c'était plutôt la première partie de Lightroom. On discutera après sur plusieurs photos. Enfin, on approfondira un peu chaque paramètre, bibliothèque et chaque curseur, ce qu'on peut faire avec, etc. Je vais lancer Photoshop Beta parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que j'ai un ciel qui est réellement catastrophique. C'est un ciel de neige, réellement très gris, donc aucun détail dedans ou assez peu. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lui demander d'aller sélectionner le ciel. Voilà. Et on va aller voir ici une fois que c'est fait. Et donc, on va aller voir dans remplissage génératif ici, et on va lui demander un ciel dramatique. Et on va aller voir ce que Photoshop peut faire. Donc ici, on est dans l'intelligence artificielle de Photoshop, pardon, et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut faire. Donc première version qu'il nous a fait, il nous a fait une première version ici. On va aller voir la deuxième version. Bon, il est allé me mettre quelque chose qui ne me plaît pas ici. Ici aussi. Et là, c'est pas mieux. Donc vous voyez que dans la I de Photoshop, on n'a pas toujours un résultat qui est sensationnel. Donc c'est pour ça que je le montre ici. Alors, quand c'est des images plus compliquées comme ça, avec des fils, des poteaux, ben en général, il ne s'en sort pas très bien. Donc, on va annuler ceci. On va reprendre ici sélection et on lui demande
de refaire le ciel. Et on a par contre, on a dans donc on a ici dans remplacement du ciel, on peut aller dedans et on peut aller sélectionner des ciels. Alors évidemment, les mettre un ciel bleu comme ça, ça va pas fonctionner du tout. Donc il faut trouver un ciel qui est pas terrible. Par exemple, celui-ci irait déjà à mon sens mieux. Voilà. Et donc là, on voit que le résultat est nettement meilleur que ce qu'on a fait. Donc on a quand même un ciel avec un peu de texture dedans. J'ai cliqué trop vite. Voilà. Voilà. Et on va lui dire OK, on y va. CTRL D, et on se rend compte qu'ici nous a refait quand même un ciel avec un peu de texture dedans, et comme je suis resté quand même dans des ciels gris, que je ne suis pas passé au ciel bleu, on a quelque chose de plus ou moins correct. Alors on peut s'amuser encore ici dans cette photo, de partir sur prendre le lasso. J'ai ici deux personnes, et on va aller voir qu'est-ce qu'il veut me faire. Je ne mets rien et je lui demande de générer. On a deux personnes qui sont là. Et on verra ce qu'il me dit. Voilà. Donc là, pour moi, le résultat est très bon. Il a bien effacé les personnes. Alors, on peut aller plus compliqué, essayer de voir qu'est-ce qu'il va me faire si je lui demande de dire, bon, on m'enlève la voiture. Voilà. Pour moi, je crois que le résultat est bon. Et on va quand même essayer aussi d'enlever ceci. Et on va aller voir dans remplissage génératif, on lui demande simplement générer, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Moi j'avoue que ce panneau, même avec du tampon et des choses comme ça, je crois que je n'arriverai pas à faire quelque chose. Et voilà ce que Photoshop propose en première solution. On a sans doute une deuxième. Moi je crois que je préfère ma deuxième ici, donc c'est réellement cette solution là. Et donc on a une photo avec la maison, la voiture qui a disparu, les personnes. On a fait un changement de ciel pour avoir quand même quelque chose, et donc la photo est terminée.